Monsieur Alain-Claude Bilembinze, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Un plaisir d'être avec vous. Vous avez passé un bon week-end? Oui, très bien. Pourquoi la dernière fois, il y a un journaliste qui vous a dit, monsieur le candidat, vous avez été candidat malheureux à l'élection présidentielle et vous n'avez pas aimé ça? J'ai suivi cette conférence. Oui, mais parce qu'il y a des expressions consacrées comme ça, mais qui veulent rien dire à la fois. Moi, j'ai été candidat, j'ai été heureux de partager un projet avec les Gabonaises et les Gabonais qui m'ont accueilli partout. Après, il y a le score qui a été attribué. Je n'y reviens pas. Attribué ou c'est le score que vous avez eu? C'est un score attribué. Vous avez des preuves? Bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas posé de recours dans ce cas? C'était inutile. Je pose un recours quand je crois aux institutions. Là, je ne crois pas à cette institution, je n'ai pas posé de recours. Est-ce que vous ne faites pas une fixation sur la personne du président de la Cour conseillère qui peut quand même être... Je ne connais pas ce monsieur. Au-delà du fait qu'il ait des liens de consanguinité avec le président de la République actuelle. Je ne connais pas ce monsieur et je n'ai pas envie de polémiquer inutilement. J'estime qu'il n'est pas à sa place avec ses liens avec le président, donc il n'est pas à sa place. Je l'estime aujourd'hui comme d'autres l'ont estimé hier avec Adam Bourlanso, donc je n'ai pas porté une affaire en recours parce que c'était inutile. Voilà. Vous pensez que ça aurait été autrement que 3% pour cette élection? Non, je ne dis pas que ça aurait été autrement que 3%. Je dis que c'est une élection qui a été organisée. Moi, j'ai été candidat, j'ai eu des représentants dans les bureaux de vote. Je n'ai pas souhaité porter un recours parce que c'était inutile. Je n'ai pas gagné l'élection, mais le score qui a été attribué à M. Bilembinze ne correspond pas au score réel que j'ai fait. On n'a pas souhaité que je fasse un score plus haut pour essayer de minimiser ce que j'ai fait pendant la campagne, mais c'est un jeu politicien, je n'ai pas souhaité rentrer dedans. Est-ce que vous avez aimé cette période-là? Laquelle? La période de la campagne présidentielle. J'ai aimé rencontrer les Gabonais, j'ai été dans leur proximité, j'étais dans leur quotidien, j'ai échangé avec eux, j'ai beaucoup appris de cette campagne, j'espère avoir apporté quelque chose, j'ai aimé cette période. Qu'est-ce que vous avez le plus retenu de cette campagne? Ce que j'ai le plus retenu de cette campagne, c'est la proximité avec les uns et les autres, c'est aussi la détresse sociale que j'ai rencontrée, c'est également le fait pour les Gabonais de m'avoir dit le fond de leurs pensées concernant l'action publique que j'ai pu mener, concernant aussi ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on est à l'écoute. Une campagne électorale, je l'ai conçue comme un moment d'échange et de partage avec les populations. Je ne suis pas allé uniquement délivrer un message. J'ai été dans l'activité politique pendant des semaines et des semaines avant la campagne, à l'écoute des Gabonaises et des Gabonais. J'ai conçu un projet de société sur la base de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, et j'ai posé un projet réellement au cœur des préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. Donc moi, j'ai beaucoup appris de cette campagne. Le score m'importait peu, le résultat m'importait peu. Je suis allé à cette campagne d'abord pour porter un projet. Également pour me débarrasser d'une image qui était là, où on voulait absolument me faire passer pour celui qui n'avait rien à proposer. Les Gabonais ont découvert que je suis porteur d'un projet, parce que je n'ai pas commencé ma vie politique en tant que ministre, je l'ai commencé en tant que leader étudiant, vous le savez tous, on ne va pas y revenir. Et donc, je porte un projet, et c'est un projet social, c'est un projet de développement pour mon pays, et donc je l'ai partagé, et je ne désespère pas que ce projet qui a été minoritaire hier gagne les esprits et que prochainement il soit majoritaire dans l'opinion. Vous pensez que vous avez pu retrouver, vous avez essayé de retrouver un tout petit, permettez-moi l'expression, une certaine virginité politique, peut-être? Mais la politique, c'est plus une question de virginité. J'ai un parcours que j'assume parfaitement. Et ce parcours, il est fait d'aspérité. Il y a des choses qui me sont reprochées. Il y en a d'autres qui sont approuvées. Moi, j'ai appris de mon expérience politique. Et de là, je propose quelque chose pour demain. Donc, la question n'est pas de rechercher une virginité. Je ne me cache pas. La question, c'est de dire, j'ai appris de mes erreurs également. J'ai appris de nos succès. Et voici ce que je propose aux Gabonaises et aux Gabonais. Vous vous êtes rendu compte que vous avez manqué de proximité pendant vos années ministre? Non, mais être ministre, ce n'est pas être dans la proximité, c'est être dans l'action, en application des instructions du chef de l'État. Être candidat à la présidentielle, c'est être dans la proximité. Je n'ai pas été président de la République. J'ai été candidat et là, je vais dans une proximité maintenant qui ne me quitte plus. Maintenant, je suis libre d'aller auprès des Gabonaises et des Gabonais. C'est ce que je fais autant que je le peux. Les jeunes, les notables, les retraités. Je rencontre tout le monde, j'échange avec tout le monde. J'essaie de comprendre les situations pour parfaire le projet que j'ai à proposer. C'est dans cette lancée-là que vous avez rencontré les gens qui ont été déguerpis, dans cette lancée de proximité avec les populations? Dans une lancée de proximité, mais aussi dans une lancée d'être aux côtés de ceux qui ont besoin d'une présence réconfortante. C'est aussi ça, faire la politique. Donc vous êtes juste parti pour les réconforter? Mais pour les réconforter, celui qui a les solutions, c'est celui qui gère l'État. J'ai proposé une solution juridique en disant, si vous souhaitez porter l'affaire au tribunal, défendre vos droits, je prends pour vous des avocats. Voici la solution que j'ai apportée. Maintenant, j'estime que leur besoin immédiat, c'est pas d'avoir une bouteille d'eau. Ceux qui apportent la bouteille d'eau font ce qu'ils peuvent pour les soutenir. Moi, ce que je peux faire, c'est dire, je vous prends des avocats. Si vous êtes d'accord pour aller jusqu'au bout de cette démarche-là, ils seront disponibles pour vous accompagner, point à la ligne. Mais ce n'est pas moi qui vais porter plainte. Je ne suis pas directement impacté. Et je ne suis pas là pour m'exprimer à leur place.
j'attire l'attention pour dire on devrait faire différemment. Et que si vous avez besoin d'un avocat, je vous prends des avocats parce que vous êtes dans une situation particulière. C'est ce que j'ai proposé. Quand vous étiez Premier ministre, vous n'avez pas eu vent de ce dossier? Non, mais le sujet n'est pas est-ce que j'ai eu vent ou pas. Ce dossier, il est ancien. Même sans être Premier ministre, tous les Gabonais avaient eu vent de ce dossier, comme plusieurs autres dossiers de la République. On sait tous qu'il y a des endroits à Libreville pour lesquels il faudra déplacer les populations. C'est connu, c'est sûr. Donc le sujet n'est pas est-ce que j'ai eu vent ou pas. Qu'est-ce qui est condamnable aujourd'hui? Non, la question n'est pas d'être condamnable. Si on veut prendre des avocats, c'est qu'il faut une condamnation. Non, on prend les avocats pour que les Gabonais défendent leurs droits. Vous avez construit une maison. On vous a dit que cette maison, vous avez construit sur un site qui ne vous appartient pas. Et puis un beau matin, vient vous casser. Vous savez que si quelqu'un construit sur vos titres fonciers, vous ne pouvez pas prendre des pelles mécaniques et détruire cette maison-là sur votre propre titre. Mais si vous êtes accompagné de la puissance publique, M. Alain-Claude Billy, est-ce que je peux aller au bout de mon explication? Donc, sur votre propre titre foncier, quelqu'un construit une maison sans votre accord. Pour le dégager de là, vous devez absolument obtenir une décision de justice avec une exécution par un huissier de justice, éventuellement recueillir la force publique. C'est ce qui se fait, c'est à l'état de droit. Vous ne partez pas un matin, même si vous êtes l'État. L'État lui-même est soumis à sa propre loi. Même si c'est vous l'État, vous ne pouvez pas dégager les gens un beau matin en disant « j'ai un projet là ». Oui, vous avez un projet, mais les personnes qui sont là ont des vies, ils ont un vécu, ils ont des droits. Et comme je l'ai dit, on peut détruire sans gâcher des vies. On peut arriver à faire un projet de cette nature-là, changer le visage de Libreville en tenant compte de l'humain. Parce que derrière une maison qu'on casse, c'est des vies qu'on brise. Il faut quand même tenir compte de cela. Et donc moi, je n'ai pas dit que l'État n'avait pas à le faire. Je dis que l'État pouvait le faire dans des conditions différentes. Dans un dialogue avec les populations, dans une rénovation urbaine, que moi j'appelle de tous mes voeux, parce qu'en réalité, il se produit quoi? Il se produit que personne au Gabon, très peu de gens au Gabon, sont arrivés à être installés par l'État. L'État a quasiment suivi le développement. Les gens s'installent de manière spontanée. J'arrive de Makokou, il y a un parent qui me dit « Tiens, j'ai un terrain à côté de moi ici, viens t'installer », je m'installe parce que l'État n'a pas prévu ça. Et donc, ce que l'État n'a pas prévu depuis 60 ans, c'est difficile ensuite de dire aux populations « Vous êtes fautives parce que vous avez occupé un terrain qui appartient à l'État ». L'État a le droit d'avoir des projets de développement. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on mène ces projets-là sans casser des vies, sans briser des vies. C'est le sujet principal. Pour le reste, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Je trouve que la réflexion doit précéder l'action. Et là, ils ont mis l'action avant la réflexion. On casse d'abord et puis on regarde ensuite, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on a quand même constaté que sur le site, il y a eu 3 passages, du moins, il y avait sur un certain nombre de murs, de maisons, des indications annonçant l'imminence d'un projet de déplacement des populations. Est-ce que vous savez de quoi on parle? D'abord, quand on dit sur le site, il n'y a pas un site, il y a plusieurs sites. Oui, il y a à peu près 3-4 sites. Bien. Et le fait de marquer sur les murs d'une maison, il faut partir, ne veut rien dire en droit. En droit, il faut notifier clairement à la personne qui est là une décision de justice. L'État a saisi le tribunal de Libreville. Ce n'est pas moi, c'est l'État qui a saisi le tribunal de Libreville pour obtenir l'autorisation de dégager cet espace et de faire partir les populations. La décision était pendante. Elle a été rendue le 5 juin et l'État est passé avant pour casser. Pourquoi voulez-vous qu'un État qui saisit la justice aille ensuite casser avant la décision de la justice? Donc on a un problème. Moi, je ne suis pas là pour indexer les uns les autres. Comprenons-nous bien. Les projets de développement sont des projets importants pour le pays. Mais il y a une méthode pour mener ces projets-là. Et cette méthode, elle doit exister. Elle protège l'État. Elle protège la population, c'est ça l'état de droit. L'État doit être le premier à respecter sa propre loi. C'est ça la situation que nous vivons. Je ne dis pas qu'est-ce qu'un projet de route à cet endroit, c'est une bonne chose. Je ne dis pas est-ce qu'il faut construire les immeubles. Je dis qu'il faut tenir compte de l'humain, parce qu'on développe le pays pour l'humain. Ces populations-là, aujourd'hui, on les traite un peu comme « ouais, mais vous saviez, tout ça, vous aviez qu'à partir ». Mais partir où? C'est bien beau de dire vous devez partir, mais partir où? Est-ce qu'il y a une zone de relogement qui a été préparée? Non. Est-ce que les indemnisations qui ont été accordées aux uns aux autres, lorsque cela a été, étaient suffisantes pour qu'ils aillent prendre des terrains lotis par l'État avec titre foncier? Probablement non. Donc que se passe-t-il en réalité? Quand vous dites partir de là, c'est pour aller où? Mais M. Bellemisi, vous avez quand même été membre du gouvernement et vous savez très bien que sur Ali Bongo en 2011, il y a eu la même déclaration d'un DTU qui avait été pris par l'État et que l'UCET avait la charge de mettre à disposition des logements dans la zone de Bikelenzon. Est-ce que... Vous êtes allé voir ces logements?
J'y ai été. Ils existent, les logements ou pas? D'aucuns. Enfin, il y a 1007 logements qui existent sur le site avec un établissement que j'ai pu voir. Est-ce que cela concerne la population de pleine héritier dont on parle là? Il y a une partie. Vous voyez, on est toujours en train de faire des amalgames. Je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui, vous me renvoyez à Swali Bongo. Où est le rapport? Parce qu'on s'est dit qu'on aurait mieux préparé les choses. C'est une continuité de l'action publique. Est-ce que parce que j'ai été membre du gouvernement Swali Bongo, je n'ai plus le droit, dans mon pays, de dire que ce qui se passe aujourd'hui... C'est pas nous qui le disons. Bien. Donc moi, je le dis. Et Swali Bongo, vous n'avez connu aucune casse de cette nature-là. Aucune. Swali Bongo, lorsqu'il s'est agi de déplacer les populations, il y a eu dialogue avant, il y a eu discussion, il y a eu indemnisation, il y a eu relogement. C'est ce qui s'est passé. Et c'était possible de le faire là. Donc il faut arrêter chaque fois de dire, bon, mais écoutez, Swali Bongo, il y a eu ci. Oui, il y a eu ça aussi sur Omar Bongo. Il y a eu ça aussi sur Léomba. Le Gabon n'est pas né avec Ali Bongo. Le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui sont là sont dans la brutalité totale. Et regardez ce qui se passe. Qui aujourd'hui assume la responsabilité? Le ministre des Travaux publics a disparu. On tente de mettre en pâture le ministre de l'Habitat. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? On tente de dire que le président Oligui n'était pas au courant, mais bien sûr qu'il était au courant, c'est lui qui a ordonné les casses. Donc il faut arrêter, il faut que l'État assume ce qu'il fait, que l'État assume ses choix. Ça a été mal fait, on corrige le tir. Il faut arrêter. Ce sont des Gabonaises et des Gabonais. Moi, j'entends les commentaires des gens qui disent non qu'aller au village. Mais ça veut dire quoi aller au village? D'abord, qui dit qu'ils ont au village un endroit où être? Et ceux qui étaient là, qui menaient des activités économiques à cet endroit. Parce qu'il n'y avait pas que le logement. Il y avait là des activités économiques. Je n'ai pas dit qu'ils avaient le droit d'être là et qu'il ne fallait pas enlever. Je dis que ça pouvait se faire avec méthode. Et il n'y avait aucune urgence. Aucune. Aucune. Là, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut accélérer les travaux. Est-ce que vous avez regardé dans la loi de finances 2025 si ce projet est financé? Il n'est pas financé. Qui finance ce projet? On nous dit qu'il faut qu'on aille vite. Où sont les appels d'offres? On nous a dit que le gouvernement a découvert qu'en 2025, il y a eu 93% de marchés qui ont été accordés sans appel d'offres. Mais qui a accordé ces marchés? C'est le même gouvernement. Et là, on fait quoi là? Quels sont les marchés qui ont été accordés là? Les appels d'offres, les études, tout ça est où? Le financement est où? Ce sont des questions simples qu'on doit pouvoir se poser. Mais pourquoi on ne se pose pas ces questions-là? Peut-être parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les gens sont dans l'action. Les gens veulent de l'action, les gens veulent du changement. Ce qui n'a pas été le fort quand même dans les années Donc, antérieures. On veut de l'action sans la réflexion. Mais il y a la réflexion. Je vous demande où est le financement. Dans la loi de finances 2025, où est le financement de ces projets? Est-ce qu'on peut faire une rénovation urbaine en faisant en sorte qu'on construise des immeubles de bureaux en même temps que des habitations pour les populations qui sont là? Vous savez, ceux qui vivaient la pleine Oriti, dont les enfants apprenaient à Martin ou Labou, d'autres enfants à Bessieux, d'autres enfants peut-être au Lycémba. Le taxi était facile pour se rendre à l'école. Ils vont aller, par exemple, à Bikele ou Antoum. Est-ce que vous imaginez la désorganisation que ça apporte dans leur famille? Ceux qui vivaient là travaillaient dans la proximité parfois, ou en Bolo, aux affaires étrangères, à l'Assemblée nationale, ou parfois à la fonction publique. Et puis, on dit qu'il faut aller à 40 km de Libreville. Est-ce qu'on imagine ce que ça apporte? Donc, on peut faire une rénovation urbaine en faisant en sorte qu'il y ait un mixte entre l'habitat, les habitations et les immeubles de bureaux. Ça existe, d'autres pays l'ont fait. C'est une possibilité. Donc, on ne peut pas continuer chaque fois à dire aux uns aux autres qui veulent intervenir sur un dossier, oui, vous avez été là. Bien sûr que j'ai été là et tenant compte des erreurs commises, j'ai le devoir aujourd'hui et le droit même de dire on pouvait faire différemment. Moi, je ne dis pas qu'il fallait garder cet endroit en l'état. Je dis qu'on pouvait faire différemment. Et eux-mêmes le savent aujourd'hui, puisqu'ils repartent sur le terrain en disant « Ah non, mais le président n'était pas au courant, excusez-le, il ne savait pas. » Mais monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que... La presse pense que vous en faites une récupération politique. Exactement. Mais dans quel Et vous êtes en première page de l'Union ce matin. Mais oui, mais l'Union fait n'importe quoi. Vous êtes un homme politique. Mais attendez, l'Union fait n'importe quoi, on me met en première page, mais rien dans l'article n'indique ce que j'ai dit. Quelle récupération politique? Je suis allé sur le terrain et je me suis exprimé sur le terrain. J'ai dit qu'on aurait pu faire différemment. J'ai dit, lorsqu'on dégage les populations, on doit indiquer là où on les loge. J'ai dit ce que nous avons fait et qui est là, qui est visible. On a fait la voie de contournement, il n'y a pas eu ces cris-là. On a fait l'élargissement de la voie entre PK5, PK12, il n'y a pas eu ces cris-là. On a fait glace jusqu'à il n'y a pas eu ces cris-là. On a fait d'autres aménagements en étant dans la négociation, la discussion avec les populations. Ce sont des populations gabonaises. Le développement n'est pas incompatible avec le social, avec la compréhension. Ce n'est pas incompatible. C'est de l'humain. Voilà, c'est mon message. C'est de l'humain. Vous me parlez de récupération politique. Je suis un acteur politique. Et je suis opposant au régime.
Et donc, s'il commet des erreurs, je ne vais pas applaudir quand même. Ah, mais c'est la première fois que vous dites ça, que vous plus... êtes opposant au régime. C'est pas la première fois. Si. Moi, mais j'ai été candidat à l'élection présidentielle opposé à ce régime-là. Et donc, j'assume mon rôle d'opposant. Et donc, dans ce qu'ils font, moi, j'aurais pu récupérer en mettant les gens dans la rue. Ça ne coûte rien. On finance et puis ils sont dans la rue. Je ne l'ai pas fait. Et donc, je ne fais plus une récupération politicienne. Je suis dans mon rôle d'opposant politique en disant, oui, il faut développer, non, pas comme ça. Est-ce que c'était nécessaire, M. Bilividze, vous auriez souhaité de politiser quoi? Cette action? Mais rien n'est politisé. Est-ce que je suis allé là-bas avec une carte en disant adhérer à mon mouvement politique? C'est vous qui dites, vous récupérez. Mais vous pouvez l'espérer en retour. Mais quelle est la place d'un acteur politique? Surtout que c'est à 2 pas des débuts des enrôlements dans votre formation politique. Quelle est la place d'un acteur politique lorsque se pose un problème de société? Sa place est au cœur de l'action. L'homme politique n'est pas là uniquement pour les périodes électorales. L'homme politique est là lorsque se posent ces débats-là. Demain, s'il y a une situation avec la rentrée scolaire, l'homme politique devra s'exprimer. Demain, s'il y a une situation à l'hôpital, il devra s'exprimer. J'ai autant de responsabilités. Nous avons été critiqués en permanence par des opposants. Donc, qu'on souffre aujourd'hui de nous entendre. Quand même. Alors, vous avez sur un tout autre plan, nous l'avons abordé en rapport avec l'île Mbanié. Vous avez énormément parlé de cette question, quoique c'est la question qui vous a fait sortir de votre réserve. On ne sait pas pourquoi vous êtes d'ailleurs mis à la réserve. Mbanié, aujourd'hui, pour vous, c'est une perte territoriale, une perte diplomatique? Bon, je ne me suis pas mis en réserve. J'ai estimé qu'un nouveau pouvoir était en place, un nouveau gouvernement, et que l'élégance voudrait qu'on lui laisse le temps de s'organiser. Mais j'estimais que là, il y avait des sujets très importants sur lesquels il fallait s'exprimer. Mbanié, ce n'est pas qu'une perte territoriale. Je l'ai dit, Mbanié, c'est une blessure profonde. C'est une blessure parce qu'au-delà des questions de droit, c'est d'abord une question politique et diplomatique. C'est un des premiers actes posés par Omar Bongo une fois qu'il a succédé à Léomba. C'est un des premiers actes qu'il a posés. Et lorsqu'aujourd'hui on commémore Omar Bongo, alors qu'on vient de perdre Mbanié, il y a un problème. Et moi, je ne suis pas là pour dire c'est la faute à un tel. Je dis ceci. A-t-on posé tous les actes politiques et tous les actes diplomatiques pour ne pas perdre Mbanié? J'en doute. Je doute d'autant plus que, de mon point de vue, le chef de l'État n'aurait pas dû se rendre à Malabo aussitôt, de mon point de vue. Vous voulez dénoncer la visite d'État qu'il a effectuée dernièrement? Mais elle ne sert à rien. Elle n'a servi à rien. Elle a quand même permis d'accorder sur la mise en place d'une commission mixte. Vous savez de quoi il s'agit? Pour l'instant, non. Bien. Donc, c'est cela le débat. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui concerne la nation. C'est une perte d'une partie de notre territoire. Ça concerne donc la nation gabonaise. À minima, le chef de l'État aurait dû s'adresser à la nation. À minima. Il est aujourd'hui celui qui incarne la souveraineté. Et donc, une telle situation aurait dû conduire le chef de l'État à s'adresser à la nation. Ce n'est pas les experts qui viennent rendre compte en disant on a fait ça, on a fait ça. Il y a un président de la République qui a été élu, à lui aujourd'hui de dire à la nation ce qui se passe dans ce dossier. Ça, c'est un. De deux, il y a une commission, paraît-il, qui a été constituée. Mais elle est constituée de qui et de quoi? On fait une cérémonie folklorique au palais pour recevoir une décision que tout le monde peut télécharger. Ça ne servait à rien. Aujourd'hui, il faut expliquer ce qui s'est passé. Et quand on nous dit dans la communication gouvernementale que nous avons gagné Mongomo ou Ebebeyine, c'est dangereux. On ne parle pas comme ça de sujets aussi délicats. Le Gabon partage ses frontières avec au moins 3 États. Frontières terrestres en tout cas, avec au moins 3 États. Le Congo-Brazzaville, presque 1000 km de frontières. Et nous avons une commission nationale de frontières. Et chaque pays a une commission de frontières. De temps à autre, on se rend compte que tiens, une borde ici qui a été déplacée, tiens, un drapeau ici qui est à tel endroit, on se réunit, on réorganise les choses, il n'y a pas de guerre. Là, dans le cas de Mbanié, il faut d'abord dire aux Gabonais, est-ce que Mbanié appartient encore au Gabon, oui ou non? Le gouvernement a du mal à répondre à cette question. Est-ce que Mbanié appartient encore au Gabon? À la lecture de la décision de la Cour internationale de justice, non. Mais il faut que le gouvernement le dise aux Gabonaises et aux Gabonais et qui prépare les Gabonaises et les Gabonais à la cérémonie qui aura lieu en temps où il faudra que le Gabon baisse son pavillon et que la Guinée équatoriale monte son pavillon. Mais la même décision aussi a laissé la porte ouverte à une discussion entre les 2 États. Non, attendez. Vous voyez, c'est ça le problème qu'il y a dans ce dossier. C'est cet amalgame. Sur la question de la souveraineté, la décision est claire. La souveraineté sur Mbanié, Cocotier et Konga appartient à la Guinée équatoriale. C'est clair. Sur les autres sujets, la décision renvoie aux discussions entre les États. C'est ce qui est écrit. Et donc, il ne faut pas faire croire aux Gabonais qu'on pourra à nouveau conserver Mbanié. Il faut arrêter. Et moi, mon propos, c'est un propos en disant il faut de la responsabilité dans un dossier, en disant aux Gabonais, on s'est battu.
On n'a pas pu faire valoir nos droits, mais nous sommes des voisins, on a d'autres sujets à traiter, on va continuer à les traiter. Mais ne faisons pas comme si, oui, c'était encore en discussion. Non, Mbani n'est plus en discussion. Est-ce que vous pensez que qu'il y aura une répercussion sur les équilibres géopolitiques de la sous-région? Moi, ce que je pense, c'est que premièrement, c'est une défaite politique et diplomatique. C'est ce que je pense. Ce que je pense également, c'est que Mbani peut être demain une question de sécurité nationale. Mbani est dans les eaux territoriales gabonaises, Mbani est à quelques kilomètres de Libreville, et si les autres installent là une base militaire, c'est dangereux pour le Gabon. Et donc, pour moi, il y a là une question de sécurité nationale, c'est plus une question à prendre à la légère. Voilà. Est-ce que selon vous, il y a eu des failles qui ont favorisé la perte de l'île Mbani? Selon moi, si je dois dire les choses telles que je les pense, je crois que le président gabonais a été davantage préoccupé par son désir d'être élu au Gabon au point d'avoir fait allégeance à des présidents à côté. N'est-ce pas un procès d'intention, M. Bilevinze? Où est l'intention? Vous pensez qu'il allait vendre Mbani pour se faire élire? J'ai parlé de vendre là. C'est ça Quand qui vous dites que ressort. vous faites allégeance, c'est un mot qui est trop fort. Attendez. Quand vous appelez un président papa, vous êtes président, appelez-le papa en privé, si c'est votre père. Mais vous êtes président d'un pays n'est pas sous tutelle d'un autre pays. Ça, c'est un. Deux, quand vous avez un président voisin qui fait une ingérence dans une élection présidentielle, dans un pays souverain. Quel président qui a fait une ingérence? Vous n'avez pas écouté le discours du président équateur-guinéen au Gabon avant l'élection présidentielle? C'est juste un discours. Est-ce qu'on a les preuves palpables qu'il a fait une ingérence? Mais un discours est une ingérence. Lorsqu'on dit, voici ce que celui-là, c'est votre chance pour le Gabon, c'est une ingérence. Ça s'appelle une ingérence, monsieur. Et donc, moi, j'ai été candidat, j'ai été à Medoune, en tournée dans le Rollintem. J'ai vu des bus qui arrivaient de Guinée équatoriale. J'ai été dans le Rollintem le même jour que le candidat Oligui. J'ai vu des bus qui arrivaient de Guinée équatoriale pour remplir le stade OIM. J'étais présent, on ne m'a pas raconté, j'ai vu. Donc, il faut à un moment donné se dire, il s'est passé quelque chose. Je ne porte aucune accusation personnelle. Je dis, les États ont un certain nombre d'obligations, il y a un certain nombre de réserves quand on est chef d'État. Voilà. Et donc, la défaite politique, c'est d'abord cela, et il y a la défaite diplomatique. Après, il y a les questions d'accord. Lorsqu'on signe un accord avec un pays, on a signé un accord avec la Guinée équatoriale en matière d'agriculture. Dites-moi ce que nous produisons qu'on va leur vendre et ce qu'eux produisent qu'ils vont nous vendre. Donc, c'est des accords pour fermer les yeux aux gens. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de pouvoir raffermir les liens entre les deux pays pour avoir des politiques de développement en commun? Mais bien sûr, nous sommes voisins. Forcément, on est voisins. Donc, l'accord n'est pas simplement une villégiature. Mais vous savez, monsieur, vous savez, les crises entre États naissent souvent des questions de frontières. Vous pouvez refaire l'histoire du monde. Les grandes crises, c'est sur des questions de frontières. Et donc, lorsque vous avez une situation de frontière avec un voisin, vous ne réservez pas à ce voisin-là votre meilleure visite d'État. Vous n'avez même pas encore remercié votre population. Il n'y a pas encore eu un message de celui qui a été élu aux populations gabonaises qui fait une visite d'État auprès d'un pays avec lequel on a des situations de cette nature. J'interroge cela. Voilà, c'est ma liberté de l'interroger en tant qu'acteur politique. J'interroge cela. Sur un tout autre plan, la vie politique est partisane. Vous avez désormais un parti politique, Ensemble pour le Gabon, qui va entamer sa campagne d'adhésion officielle le 19 juin prochain. Quelle est votre ambition politique avec cette formation? Le 18 juin. Le 18, d'accord. Oui. L'ambition politique, j'ai été candidat à l'élection présidentielle, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a que mon ambition à moi qui compte. Il y a des élites qui m'ont accompagné, qui demain auront besoin d'être candidats aux élections législatives et locales, etc. Et donc, pour ces élites-là, il faut une formation politique qui porte un projet qui soit un projet commun au Gabon comme dans la diaspora. Et donc nous mettons en place cette formation politique, non pas pour ajouter une formation à celle qui existe déjà, mais pour avoir notre partition dans le débat démocratique gabonais. Mais c'est une formation qui s'ajoute encore. Ça gonfle le nombre de formations politiques qui vont exister au Gabon. Ça, c'est un débat intéressant. Vous voyez, dans la situation de notre pays, on a un exécutif qui avance chaque fois sur des sujets où on trouve un bouc émissaire. En quoi est-ce que le nombre de partis politiques au Gabon a été un facteur qui a empêché le développement du pays? Ces partis politiques ne sont pas financés, ils ne sont pas subventionnés. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui financent leur activité. En quoi ceci est un facteur bloquant pour l'économie ou le développement du pays? Il faut mettre de l'ordre dans les partis politiques, c'est clair. Mais les syndicats, ils sont combien? Il n'y a même pas eu d'élection syndicale.
Ça fait des années qu'il n'y a pas d'élection syndicale. Et donc, si on veut réorganiser, on réorganise tout. Lorsque je dis que ce n'est pas un parti de plus, je dis que je porte un projet. Je dis que je me mets clairement sur une ligne d'opposition ferme, mais d'une opposition républicaine, d'une opposition démocratique, claire, où j'estime aujourd'hui que les lignes politiques sont menacées par un exécutif qui pense que le mieux à faire, c'est encadrer tout ceci, régenter tout cela, orienté sur la pensée unique. Je serai là pour m'opposer à la pensée unique. Vous dites que vous êtes une opposition ferme, ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert au dialogue? Si on vous appelle à la table des négociations, bien à la table du dialogue, vous allez venir quand même. Ferme, ce n'est pas fermé. La négociation, le dialogue porterait sur quoi? On discute de sujets. Ça porterait sur quoi? J'ai indiqué que... Ça porterait par exemple sur, avec toute l'expérience que vous avez, votre entrée au gouvernement? Ben non, mais ça c'est exclu. Ça, c'est pas de mes ambitions, ça. J'ai été ministre déjà, je ne rêve pas de redevenir ministre. C'est pas une affaire de rêve, c'est une affaire que vous avez une expérience. Si on vous appelle au gouvernement, non, mais, pour non. partager votre expérience avec le gouvernement actuel. Non, si on a besoin de cela, ça veut dire que les conditions politiques, du moment où la discussion aura lieu, ont été de nature à faire en sorte que les partis politiques aillent sur un projet de gouvernement. Mais c'est plus une question de Billy Binze va discuter parce qu'il va rentrer au gouvernement ou qu'un de siens va rentrer au gouvernement. Je n'ai pas fait la politique pour ça. Je ne me suis pas engagé en politique pour ça. Monsieur Alain-Claude Belize, est-ce que votre parti a réuni les conditions requises suivant la nouvelle loi sur les partis politiques qui est en train d'être mise en œuvre? Elle n'est pas en vigueur. Mais elle est en discussion déjà au Parlement. Est-ce que vous êtes en train de vous atteler à être conforme, puisque à la suite des prochaines élections, on va avoir quand même un changement en ce qui concerne l'animation des partis politiques? Votre question est très intéressante. C'est-à-dire que dans notre pays, on pense que dès qu'un sujet est en débat, ça y est, c'est acté. Non, ce n'est pas acté. Il y a une loi en vigueur et le parti politique Ensemble pour le Gabon est conforme à la loi en vigueur. Après, il y a une loi qui sera adoptée, promulguée, qui sera mise en œuvre. Nous nous adapterons en fonction de ce qui sera là. Alors, mais je vous garantis une première chose. Très franchement, prenez un parti politique qui a 5 députés, qui a 50 élus, bien, mais qui n'a pas 9000 adhérents. On dit que ce parti ne peut pas exister alors qu'il a 5 élus nationaux. Vous voyez, donc là-dedans, sur ces questions de chiffres, on ne peut pas mettre des partis petits dans des cases, dans des chiffres, dans de l'arithmétique, dans la mathématique. Ce qui régule une démocratie, c'est l'élection. Le parti qui a des élus, il a des élus. Le nombre d'adhérents ne fait pas un parti. Les adhérents ne sont pas les électeurs. Et souvent, les électeurs sont plus importants que les adhérents. On a davantage d'électeurs que d'adhérents dans un parti politique. C'est le cas au Gabon, c'est le cas partout ailleurs. Donc, de dire qu'il faut avoir tant d'adhérents, et en plus, il faut les avoir sur l'ensemble du territoire. C'est factice. Parce que celui qui donne son adhésion aujourd'hui, demain ne peut ne plus être dans un parti. Comment on fait pour estimer que, bon, ça y est, vous êtes fixé définitivement dans un parti? Là, on parle de cela aujourd'hui parce qu'il s'agit des partis politiques, mais imaginez demain les adhérents avec leur NIP. Donc, il va quitter un parti librement pour aller à un autre parti. Comment on fait? On va le suivre? On va lui dire, tu ne peux plus adhérer là-bas parce que ça te fait là-bas 9000 moins 1. Ça n'a pas de sens. Essayons de garder raison dans ces choses-là. C'est l'élection qui régule la démocratie. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec le gouvernement sur ces questions aujourd'hui? Vous savez... Ou est-ce que vous avez entamé des démarches pour essayer d'amener le gouvernement, peut-être entre griffes, à revoir sa copie? Vous savez, ce gouvernement, depuis le départ, depuis le coup d'État, il fait le choix de ceux avec qui il discute et ceux dont il discute. Ils ont fait un dialogue encadré. Là, il a mis une commission encadrée. Il ne m'a pas appelé, je ne vais pas commencer à aller crier pour être appelé. Est-ce que c'est à cause du nombre d'adhérents des partis politiques que vous avez parlé d'une entreprise de domestication du pluralisme? Le nombre d'adhérents d'une part, la question de l'exigence du nombre d'élus d'autre part. Vous avez des partis politiques qui, sur une législature, peuvent avoir 50 députés. Un mandat plus tard, il tombe à 10 députés. Le même parti ensuite conquiert le pouvoir. Donc c'est la démocratie qui se rythme ainsi, en fonction des circonstances. Mais vous ne pouvez pas mettre cela dans des cases. Ce n'est pas possible. Ça, c'est l'armée. L'armée, on vous dit, pour une section, il faut tant de militaires. Pour un bataillon, il faut tant de militaires. Ça, c'est l'armée. Mais la vie démocratique ne fonctionne pas comme ça. Au mieux des cas, comment on peut réagir aujourd'hui? Parce que c'est une question centrale, la question du pluralisme politique qui a été un acquis de la Conférence nationale de 1990. Mais on a comme l'impression aujourd'hui que les acteurs, d'aucuns disent qu'ils sont favorables. Vous, en l'occurrence, aujourd'hui, vous avez un discours opposé. Est-ce qu'il ne faille pas, comme je l'ai dit tout à l'heure,
qu'il y ait une rencontre avant qu'on entérine cette nouvelle loi-là? Mais je ne suis pas le maître des horloges. Vous pouvez provoquer quand même. Je vous dis... Vous provoquez la rencontre. Vous voyez, tout ce que nous vivons depuis l'élection présidentielle et avant est la résultante de la Constitution qui a été adoptée. Et moi, j'ai combattu cette Constitution. Aujourd'hui, on voit très bien qu'on a un gouvernement qui ne sait pas où il met ses pieds. On ne sait plus sur quel pied il va danser. Est-ce que c'est le chef de l'État, alors que le chef de l'État est toujours chef du gouvernement? Un ministre ne peut plus agir en disant que le chef de l'État n'était pas au courant, il est le chef du gouvernement. Donc tout ceci fait un mélange qui fait aujourd'hui que finalement, à force de vouloir tout régenter, tout caporaliser, tout orienter, nous avons une situation qui peut demain être explosive. Moi, je dis, laissez les partis politiques s'organiser librement et laisser l'électeur faire le choix. Et c'est l'élection qui va déterminer qui est majoritaire, qui est minoritaire. Arrêtons de créer des partis politiques en disant « je suis un parti de la majorité ». La majorité n'est pas un lieu définitif. La majorité, elle est aujourd'hui une majorité parce qu'il y a une élection. Celle qui est majorité aujourd'hui peut être demain opposition. Donc on n'est pas un parti de la majorité dans sa création. On est un parti politique que l'on crée et qui peut avoir une alliance avec la majorité. C'est un choix. Mais arrêtons. Moi, je le disais depuis le début, depuis des années, je disais, il y a eu 1994, les accords de Paris, qui ont fixé le pays en deux camps. Majorité, opposition. Il faut arrêter avec ça. Il y a un camp qui est dans la majorité, il a été élu, et les autres sont dans l'opposition, et ils travaillent à devenir majoritaire demain. Mais on n'est pas définitivement majorité ou définitivement opposition. Est-ce que les idéologies ne peuvent pas aussi créer ce clivage-là? Les idéologies. C'est un bien grand mot. Si tant est que vous en avez, bien sûr. C'est un bien grand mot, mais ceux qui sont au pouvoir ont quelle idéologie? Le parti politique Ensemble pour le Gabon est un parti républicain et c'est un parti qui croit fortement à la question de la liberté. Voilà. Donc nous sommes libres dans l'expression démocratique, nous sommes libres dans l'entreprise, mais nous sommes conservateurs dans les mœurs et dans l'organisation de la société. Et donc nous nous organisons pour cela. Nous avons un choix qui est clair. Mais cette idéologie que je viens de décliner, elle est gabonaise ou elle est occidentale? Les idéologies sont imposées par quoi aujourd'hui? Quand on dit au Gabon, il faut une idéologie. Quelles sont les idéologies gabonaises aujourd'hui? C'est pour ça que je pose la question de celui qui dirige. Parce que c'est lui qui demande qu'il y ait des idéologies. Lui-même, il est de quelle idéologie? Vous pensez que cette réforme de parti peut conduire à une démocratie de sélection plutôt qu'une démocratie d'expression? Absolument. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est choisir qui vient à la table. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est exclure sur tapis vert. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est intégrer ses amis et exclure ceux qui ne sont pas ses amis. C'est ça la démocratie de sélection qu'ils sont en train de mettre en place. C'est-à-dire que, écoutez, vous n'êtes pas dans les corps de celui qui choisit. Et puis, comme il y a maintenant une société servile qui est là, allez jouer le rôle de là. Donc, on travaille avec cette société servile. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Monsieur, dans votre discours, ce qu'on dénote le plus, c'est une certaine facilité à croire que ceux qui sont en face n'ont aucune ambition de structurer les choses dans la gouvernance de la cité. Et cette facilité-là déconcerte beaucoup qui estiment que vous semblez donner un discours, mais ce n'était pas mieux à votre époque lorsque vous étiez aux affaires. Est-ce que lorsque j'étais aux affaires, on a régenté les partis politiques? Est-ce qu'on les a contraints à rentrer dans des cases? Mais c'est ce qui a emmené ce désordre politique-là, qu'on avait 1000 partis politiques, il y avait des gens qui avaient des partis politiques dans leur poche. Vous avez posé une question tantôt, vous n'avez pas répondu. En quoi est-ce que le fait d'avoir 100 partis politiques au Gabon a empêché le développement du pays? Le clientélisme. En quoi ça a empêché le développement du pays? La transhumance politique a gravement nui à notre pays, monsieur corruption. La corruption des élites politiques. Il y a une personne qui peut être dans 4 partis en même temps. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est le nombre de partis politiques qui a fait cela? C'est la gestion de l'État. Et ce clientélisme aujourd'hui, il accourt, vous le voyez bien sous vos yeux. Qui aujourd'hui est allé sur le terrain là-bas par le nom du président? Société civile. C'est du clientélisme ou pas? C'est là sous vos yeux. Ce clientélisme politique, vous ne le voyez pas dans les débauchages qui sont faits à gauche, à droite. Vous ne le voyez pas sous vos yeux, des personnalités qui quittent un parti politique en disant « Moi, je suis de ce parti, mais je m'avais soutenu le président parce que c'est lui qui a le pouvoir. » Vous ne voyez pas ça sous vos yeux? Qu'est-ce que ça va? C'est la gestion de l'État qui conduit à cela. Ce n'est pas le nombre de partis politiques. Et précisément la gestion de l'État, là où on vous dit qu'un député élu demain pourra être viré de son parti politique et garder son mandat, ça veut dire qu'il est élu sous le label EPG, et puis il va à l'Assemblée nationale, on le récupère, il va céder à un autre parti, un autre groupement politique. Oui, tout mandat impératif est nul. C'est un fait. C'est un principe juridique. C'est clair. Il est même désormais constitutionnel à nouveau. Mais, dans la question du clientélisme politique, qui a la capacité d'acheter les élites politiques? Ceux qui ont l'argent. Bien.
Donc, c'est là que se pose le problème. Et c'est pour ça qu'il faut moraliser la vie publique. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est facile. Je dis qu'il ne faut pas caporaliser l'espace public, il faut moraliser la vie publique. C'est ce qu'il faut faire. Merci, M. Alain-Claude Bilébinze. Merci, monsieur. Je rappelle qu'on recevait M. Alain-Claude Bilébinze ce matin sur les 104.5. C'était un plaisir de vous recevoir dans le Da Fresh Morning. C'était un plaisir de vous revoir. Merci.